Salut à tous, dernière vidéo a priori sur Pro Cycling Manager 2020, avant d'entamer une saga plutôt sur PCM 2021. On termine ici la saison de Trek Segafredo. On dirait que ça aurait été très étalé dans le temps, c'est vrai. C'est un peu ma faute. J'ai eu trop de choses à faire à droite à gauche, et notamment trop de carrières différentes. Alors on fera les choses différemment à l'avenir. Après l'étape 14 sur la Vuelta, Ciccone semble tenir les rênes du général, un petit peu devant Nibali qui n'a vraiment presque pas fait exprès de se retrouver là. Et Alaphilippe qui peut-être avec Roglic à une 14 respectivement et 2 minutes semblent les seuls à pouvoir, je dirais en fait, contester un petit peu l'issue de cette Vuelta. Nous sommes au matin d'une étape. C'est toujours mythique quand il y a l'Angliru pour terminer, parce que l'Angliru c'est quand même un de ces cols comme ça dont tout le monde s'accorde à dire que c'est vraiment extraordinaire et très difficile et toujours l'occasion de peut-être de rebondissement aussi. En tout cas c'est très très difficile à aborder. Au début de cette étape-là, j'envoie Richie Porte en échappée, profitant un petit peu de son retard au général, mais qui n'est peut-être pas non plus suffisant si l'on veut que l'échappée prenne énormément de champ. Alors Richie Porte, ça va, il a déjà eu son étape sur cette Vuelta. On lui a fait le petit cadeau que j'aime bien faire aux vétérans avant de nous quitter. Richie Porte, alors qu'on voit Carapace, chasse-patate totale, mec est vraiment en difficulté. Ça se passe pas très très bien, il faut l'avouer, pour une grande partie des très très bons coureurs du cyclisme actuel dans cette fin d'année. C'était une partie qui était sur WorldDB 20 du coup. Je me souviens, je l'avais démarré aux environs de la mi-juillet, quelque chose de ce genre là, mi-juillet 2020. Donc c'était les notes de l'époque. Peut-être c'était en août, je sais plus. Et les rapports de force sont assez corrects. Il n'y a pas non plus de révolution depuis dans le cyclisme à quelques coureurs près. Par exemple, quelqu'un comme Pidcock n'existe presque pas sur cette database. Il est complètement nul et il est encore sans contrat pour vous dire, là, à la fin de la Vuelta, il n'y a pas encore d'équipe qui l'a chopé pour l'année qui suit. Mais globalement, les meilleurs, on les connaît et ce sont les mieux notés. Sur cette Vuelta, ce qu'on pourra évidemment déplorer, c'est quand même le défaut de préparation des coureurs géré par l'IA. De notre côté, on avait géré les choses différemment, puisqu'en fait, on avait eu un Giro relativement calme, avec une équipe quand même pas très très forte autour de Nibali, qu'il avait emporté, mais de peu devant Carapace, justement, qu'on a aperçu tout à l'heure. Ensuite, c'était et puis Ciccone avait aussi été précieux, bien évidemment. Je n'avais ensuite pas mis Ciccone sur le Tour de France. En revanche, Nibali avait un vrai pic de forme bien préparé sur le Tour. Et c'est là qu'on avait pu faire peut-être le meilleur grand tour de la saison. C'était ce Tour de France. J'avais en plus choisi un variant 2021, c'est-à-dire celui qu'on aura dans quelques semaines. Et honnêtement, c'était plutôt sympathique. Richie Porte est plutôt pas mal quand même dans cette échappée, vous avez vu. Au final, je doutais un peu de la capacité de cette échappée à prendre suffisamment de champ, mais ça s'est relativement libéré à un moment donné. Et là, à la moitié de la montée de l'Angliru, Richie Porte peut vraiment envisager la victoire à ce stade-là. On ne le voit pas à l'image parce que il vient de lâcher son. On ne le voit pas à l'image parce que je conserve quand même à l'image mes leaders et au train, totalement au train et sur une exceptionnelle forme du jour. Richie Porte vient de lâcher un petit peu ses compagnons d'échappée. On apercevait Michael Woods, là c'est Bourman qui lâche avec Soler, etc. Ça semble sentir bon, même si derrière, regardez, ça revient. Sous l'impulsion de Yates et Higuita, il y a Pouls, Alaphilippe qui sont un petit peu détachés du reste, mais regardez, on va rentrer sur Pouls et Alaphilippe. La montée de l'Angliru n'est pas réellement le terrain d'Alaphilippe, disons-le. Ce serait plus le terrain de quelqu'un comme Thibaut Pinot, dont on voit qu'il s'échappe légèrement. Et puis regardez, la Vuelta
bascule. Bascule-t-elle définitivement? On peut le penser, parce que quand on voit Roglic et Alaphilippe déjà en galère, alors qu'il reste encore de l'ascension, et que nous, on a encore de quoi gérer, on va dire, pour, ne... pour encore creuser légèrement par rapport à ces deux-là, on est plutôt en train de voir l'issue de cette Vuelta. Richie Porte s'impose, c'est donc une deuxième victoire de prestige sur cette étape 15, et derrière, on va faire le boulot pour, au moins, disons, prendre du temps à nos poursuivants au général. Voilà, on aperçoit Pogacar, par contre, qui a bien tenu. Ciccone arrive quasiment dans le même temps que Nibali. Il ne va pas se passer grand-chose au général, si ce n'est, je vous dis, une perte de temps ici pour Alaphilippe et Roglic, qui étaient les respectivement 3e et 4e du général. Donc, à ce moment-là, on se dit que le général, il est ficelé. Hein. Il est ficelé. Vous allez voir que ça va changer, en fait. Voilà, donc comme quoi, on peut avoir quand même des surprises, des fois. Et je dis rien de plus, mais le classement général actuel, il est pas, ce sera pas le général final. Voilà. Ciccone en rouge devant Nibali. Il y a plus de 2 minutes d'avance sur Alaphilippe. On marquera donc, certains terminent bien cette Vuelta. On pense notamment à Thibaut Pinot qui, quand même, sur la fin, a pris du temps à tout le monde. Ça a été une belle fin d'étape pour lui. Malheureusement, Richie Porte avait un peu trop d'avance. Et Pogacar, par exemple, a repiqué la 4e place à Roglic. Pinot, top 6. Voilà. Mais donc, cette étape 15, c'était la plus difficile de toutes les restantes. Hein, puisque ici, je vais vous proposer 15 à 21. C'est la plus difficile de toutes celles qui restent. Il y aura également la 17 qui sera pas évidente, sachant que toutes les autres nous paraissent ne pas devoir faire de différence au général. C'est un petit peu rare qu'on n'ait pas un juge de paix à l'étape 20, mais là, en l'occurrence, sur cette Volta 2011, c'était le cas. C'était comme ça que ça s'est passé. Donc la 16, on va attendre au chaud, on va pas s'affoler. Et après, il y aura évidemment gros enjeux sur la 17, où encore une fois, pas mal de choses pourraient évoluer. Donc là, ce sont des étapes sur lesquelles on ne va pas passer non plus énormément de temps. Hein, le résumé est forcément plus court. Je profite d'un relatif calme dans le peloton et là dans mon petit résumé de course pour signaler qu'on attend PCM 21. Hein, je vous proposerai une vidéo mercredi dans la matinée, le 2 juin. On attend ce jeu. Alors je l'ai déjà un petit peu exploré. Je dis un petit peu parce que je manquais un peu de temps et j'ai beaucoup de travail en dehors. Mais quand même déjà pu voir les choses et non mais écoutez, il y a des choses qui sont prometteuses. Maintenant il faudra voir un petit peu de quelle manière est-ce que ça sort. Est-ce qu'on attend les patchs par exemple? Est-ce qu'on attend des patchs pour avoir on va dire quelques bugs qui sont fixés? J'attends avec impatience en fait les jours à venir. Donc évidemment je n'ai pas vraiment le droit de donner un avis. Vous voyez, regardez, ici c'est amusant, il y a Iwan qui tape Christophe sur la toute fin, sachant que Philipsen avait été un peu court. On a également la présence de Mathieu Van Der Poel sur cette Vuelta, faut-il le rappeler. Et malheureusement pour lui, Van Der Poel fait chou blanc encore une fois. C'est vraiment Caleb Iwan qui ruine tout le monde au sprint. Il est largement au-dessus de tous ses rivaux. Et même quand quelqu'un croit tenir une victoire, comme ici Alexander Christophe, ça le fait pas. Voilà. Donc, étape un petit peu neutre, hein. Stabilisation des choses au général. Tiens, on notera par exemple le top 10 pour Wout Poels ou pour Pierre Latour à ce stade-là, ce qui est toujours sympathique. Valverde n'est pas si mal, hein, au final, au général non plus. Hein. Regardez, il est 7e à ce stade-là. Ne pas confondre avec le Valverde que je vous ai proposé en vidéo avec Movistar, où là, par contre, les années ayant passé, le jeu lui a infligé beaucoup de malus, hein, de perte de notes. Là, c'est pas du tout le cas. On est sur une année 1 de partie, donc on a encore du très bon Valverde sur le plan des notes. Voilà. Allez, étape 17. On se méfie beaucoup de l'ascension finale, même si elle est plus brève.
que ce qu'on a pu déjà voir. Il y a un joli enchaînement tout de même sur la fin. Alors, j'ai tenté d'envoyer de nouveau Richie Porte pour sa bonne forme à l'avant, mais pense pas réellement pouvoir aboutir avec lui, étant donné que avec cette victoire là sur l'Angliru, il a finalement repris du temps au général et il s'est replacé, ce qui fait il est un petit peu trop proche, 13e ou je sais pas quoi. Il est un petit peu trop proche à ce stade-là. Ça l'empêche de pouvoir viser une nouvelle victoire d'étape. On va donc envoyer Tom Skuins à l'avant. Il est avec Tige Benoot et le Danois Valgren. Valgren, un petit peu une énigme, hein, depuis sa très très jolie victoire sur l'Amstel il y a quelques années. On a eu du mal à le voir performer. Espérons qu'un jour ce coureur puisse peut-être remontrer quelque chose de positif. Allez, Tom Skuins à l'avant. Benoot, il est souvent présent dans les échappées. Vous savez pourquoi? C'est parce que il est leader, voilà, on le voit en haut à droite, du classement de la montagne. Voilà, Benoot, il fait le classement de la montagne sur cette Vuelta, c'est assez rigolo. Mais pourquoi pas, à la limite, pour un coureur avec ce profil, c'est pas inenvisageable. Tom Skuins, j'essaie d'économiser, hein, évidemment. Hein. Il faut économiser à fond, en fait, hein, dans ces cas-là, parce que l'échappée, quand elle a pris suffisamment de champ, comme c'est le cas ici, après, tout ce qui compte, c'est de compter ses coups de pédale pour pouvoir éventuellement l'emporter sur ses rivaux d'échappée sur la toute fin d'étape. Donc, je suis dans la gestion. Après, attention, parce que certains sont partis devant dans mon dos, là, pendant que je m'occupais du groupe de Ciccone, hein, forcément. On aperçoit notamment Van Barle, il y a Benoot également qui est devant, il y a quelques bons coureurs. Du coup, je me décide un peu à bouger, obligé de bouger. On est dans l'ascension finale et on va voir un petit peu de quelle façon est-ce que on pourrait faire un gros effort pour se rapprocher au minimum des hommes à l'avant. Et on voit qu'en fait, Skuins est excessivement costaud ce jour-là. C'est du très très grand Tom Skuins. Alors derrière, ça commencerait limite un peu à bouger. Mais non, voilà, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'en fait, Skuins, doté d'une exceptionnelle forme, résultat d'une préparation, bien sûr, va comme ça remonter tous ceux qui étaient partis et va aller en fait s'envoler vers une très très jolie victoire. Donc moi j'aime beaucoup Tom Skuins, j'aime ce tempérament. On sait que c'est quelqu'un qui attaque pas mal, qui est voilà, c'est un peu ce genre de coureur un peu qu'on voit souvent en échappée mais qu'on voit rarement récompensé. Et donc c'est vrai que je me souviens dans cette partie, j'avais à un moment donné réussi à arracher l'étape 7 de Paris-Nice avec lui. Et là c'est aussi une victoire quand même assez sympathique pour ce coureur. Attention, Alaphilippe, cette montée était beaucoup plus pour lui. Il reprend quelques secondes sur le duo Nibali-Ciccone. Ouais, j'ai emmené Ciccone tranquillement dans la roue par Nibali, hein, et sans m'affoler trop, parce que avec les écarts du classement général, il était inutile de vouloir prendre le moindre risque, il suffit un petit peu de suivre. Mais je ne mentais pas quand je disais que ça va bouger. Il va se passer quelque chose. Il va se passer un truc. Alors, donc, Valgren, malheureux, 2e, Benoot, 3e. Derrière, ça a été un petit peu plus difficile pour les autres rescapés de l'échappée. Et devant, donc on a Ciccone, Nibali, écart très resserré, 3 minutes sur Alaphilippe. Vous allez me dire, qu'est-ce qui peut bien se passer quand on a 3 minutes sur le suivant et qu'on a deux types calés à l'avant? Déjà, ce qui peut se passer, c'est à tout moment, il peut se passer une chute. Hein, donc il faut être vigilant. Il peut y avoir aussi une cassure. Et puis, le fait d'avoir deux types comme ça, qui sont 1 et 2 du général, moi je l'attribue quand même, là par contre, davantage à la faiblesse de préparation des équipes dirigées par l'IA, hein, plus qu'à une performance particulière, même si on a aligné une belle équipe sur cette Vuelta. Mais on a vu que parfois aussi, aligner une très belle équipe ne suffit pas. Voir par exemple Movistar lors de la saison avant que je m'arrête, donc c'était la saison 2021.
Movistar avait aligné une équipe, quasiment une Dream Team en montagne, et ça n'avait pas empêché de se faire taper par David Gaudu. Donc c'est imprévisible. On ne peut pas savoir exactement si on va dominer une Vuelta ou pas, parce qu'il peut y avoir comme ça quelques coureurs qui passent entre les gouttes de la mauvaise préparation de fin d'année, de la mauvaise gestion de l'IA, et à ce moment-là, ceux-là peuvent s'avérer très très dangereux. Surtout s'ils ont un équipier ou deux qui sont très très forts. Vous voyez qu'on se permet même là, sur cette étape, de zoner en 40e position dans le peloton, parce qu'en fait, on n'est pas super inquiet. Voilà. On n'est pas hyper inquiet, on sait que on a des équipiers au pire, même si certains se fatiguent. Ah, petite cassure, tiens, cassure subie par Giulio Ciccone, dans la roue duquel, vous voyez, j'ai calé Mollema, comme ça, s'il y a un petit problème avec Mollema et Skuins, on a des moyens de le ramener. Alors, ce sera pas même pas nécessaire ici. Il va rentrer tout de suite, la cassure était vraiment minime. Mais voilà, on reste vigilant. On a quand même envie de faire déboucher cette Vuelta pour Giulio Ciccone. Parce que déjà le coureur est sympathique, il a du panache, moi je l'aime bien. J'apprécie son comportement en course, IRL, et puis du coup dans le jeu, c'est assez marrant aussi d'essayer de jouer le leadership avec lui. Surtout dans la mesure où Nibali a déjà été servi et où peut-être que je pense en Lombardie, peut-être essayer de privilégier Mollema. On verra. On verra aussi selon les opportunités. Allez. Étape donc a priori peu dangereuse. Hein, c'est pas là-dessus qu'on s'attend à avoir un bouleversement au général. Hein. Une étape pour puncher. Il y a eu, je trouve, beaucoup d'étapes pour puncher. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Chute de Ciccone. Chute de Ciccone. Aïe aïe aïe, c'est pas vraiment le bon moment. C'est avant une ascension. Il y a des accélérations en tête de course. Ciccone se retrouve seul, mais ça ne va pas durer bien longtemps. Parce que on va lui détacher quelques équipiers comme ça. Allez, il y a le petit Conchi, il y a Skuins. J'ai même détaché Richie Porte pour essayer de faire rentrer Ciccone. Allez, on va essayer ici de boucher. Toujours la même problématique. Tu te prends une chute et derrière, avec quelques difficultés, des mecs qui lâchent à foison, donc il est difficile de les dépasser en fait. Se frayer un chemin est délicat. Et puis devant, en plus, ça accélère. Vous voyez par exemple Deceuninck Quick-Step qui roule très très bien juste avant. Là, c'est Movistar qui roule sur cette toute fin de dernière difficulté. Ce qui fait qu'on n'est pas sûr de rentrer. On n'est pas sûr du tout de rentrer. Je roule tant que je peux, honnêtement. Il s'agit un peu plus d'une vingtaine de kilomètres. Il s'agit de rentrer, mais sans non plus se fusiller tout de suite. Vous voyez quelques coureurs, encore une fois, lâchés du groupe de tête qui est finalement assez réduit. Hein. 20 et quelques coureurs. Et ça paraît difficile de rentrer, hein, vous avez vu. Vous avez vu comme moi que rentrer sera, on va le dire, à ce moment-là, on sait que c'est impossible en fait. Tu rentres plus à ce stade-là. On aura subi un coup du sort assez incroyable. Alors maintenant, tout ce qui reste à voir, c'est, en plus à la Philippe qui en remet une couche, tout ce qui reste à voir, c'est est-ce que l'écart va être important ou pas. Iwan, en plus, tiens, c'est marrant parce que t'as que les Cadors devant, et qui est-ce qui surgit pour prendre cette étape qu'il n'aurait jamais prise dans la réalité, hein. S'il reste 24 mecs dans le groupe, c'est pas Iwan qui va sortir et régler tout le monde, hein. Mais bon, voilà, ça, l'espèce de surpuissance dans le jeu, de surrésistance de certains sprinters, notamment Caleb Iwan, hein, c'est quand même souvent lui, elle peut être un peu exaspérante par moment. Parce que là, moi, je m'attendais plus à la victoire d'Alaphilippe ou de Pogacar, à la limite, de quelqu'un, ou Higuita, voilà, qu'on aperçoit rallier l'arrivée dans les toutes premières places, voire Valverde. Non, c'est Iwan qui est sorti de sa boîte. Et puis alors, surtout, le fait du jour, c'est le changement de maillot rouge, puisque Ciccone a quand même mangé 2,30 hein, sur cette chute. Jamais réussi à rentrer. Rien à faire. Du coup,
un petit peu involontairement, c'est Nibali qui se retrouve avec le maillot de leader et en plus avec 2 minutes d'avance sur Ciccone, presque 3 sur Alaphilippe. Donc là maintenant, c'est quand même un changement incroyable parce que Ciccone était maillot rouge depuis super longtemps. Il semblait vraiment tenir sa Vuelta sans qu'il y ait le moindre doute. Et comme ça bascule sur pas grand-chose. Tiens, parlons des chutes. À un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, mais sur les premiers mois, là, sur PCM 20, j'avais peut-être un petit peu trop de chutes. Il y avait trop de chutes. J'avais baissé un petit peu la fréquence des chutes. Vous savez, dans le menu des options, là, on peut baisser, on est à 1 par défaut, 1 fois 1.0. C'est facteur multiplicatif, en fait. Et on peut descendre. Alors moi, je crois que je suis descendu environ à 0,6 pour essayer donc en quelque sorte, de rester à 60% des chutes normalement prévues par le jeu, hein, donc d'en avoir un petit peu moins. Mais en l'occurrence, celle-ci est tombée au hasard sur Ciccone et elle a vraiment fait mal. Quand je re-regardais le moment où il tombe, je l'ai re-regardé au moment du montage là. C'est même pas en étant protégé par quelqu'un. Ça c'est quelque chose qu'on avait déjà remarqué avec Enzo, qui parfois, souvent même, commente, avec toujours de bonnes choses à signaler d'ailleurs. On parlait de ça. Vous savez, le fait de protéger un coureur peut parfois entraîner une chute dans une descente. Il faut penser à enlever les protections dans les descentes. Mais c'est même pas ça, sur ce coup-là. C'est même pas ça. Il a chuté parce qu'un type a chuté devant lui. Donc c'est vraiment... voilà. On jette les dés. Puis alors en plus, c'est un peu tristouné parce que vous vous souvenez, l'autre jour, sur l'étape 17 du Giro, Ciccone qui chute. Ouais, il y avait Remco aussi, je crois, qui était une victime de l'incident au même endroit. Et derrière, Ciccone, il n'a pas appris le départ de l'étape 18, alors qu'il était probablement la meilleure chance pour Trek pour faire un top 10 sur ce Giro IRL 2021. Voilà, regardez ici, Higuita qui piège Latour sur la toute fin de cette étape-là. Donc vraiment tristouné pour Ciccone. Ça m'a un petit peu déçu, mais c'est comme ça. Ici, on remarquera donc qu'une nouvelle fois, on a eu le petit scénario, vous savez, où le type lève les bras, regardez Latour. Hop là, il lève les bras. Et en fait, non. Il nous fait une Alaphilippe Liège. Sauf qu'il dévie pas de sa ligne. Donc voilà, victoire d'Higuita. Je trouvais du bon Higuita, hein. Franchement, lui au moins il était préparé convenablement, il était vraiment là, il a bien du jump. Et on avance tout doucement vers cette fin de Vuelta. Marc Hirschi, présent, n'aura pas été très en vue. Il n'a pas mieux tiré son épingle du jeu que d'autres. Pourtant, avec du bon Marc Hirschi, il y a moyen de faire très fort sur cette Vuelta-là, mais bon. Étape 20, on est dans le Pays Basque, hein, me semble-t-il, et donc, elle n'est pas phénoménale. Hein. Je trouve que c'est un petit peu décevant pour une étape 20, quand on voit que finalement, c'est pas très difficile, et puis surtout, c'est assez plat sur la toute fin. On accède à un plateau, en fait, hein. Et dommage, parce que ça enlève le piment du général sur cette étape-là. Enfin, sauf si on chute encore, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle chute. Moi, je dis, à ce stade-là, allez, chute de Nibali avec Ciccone dans la roue, les deux tombent, Alaphilippe gagne la Vuelta. Ça vous va ? On fait ça ? Donc, non, je sais pas, je sais plus ce qui va se passer, je sais plus qui va chuter. Au moins, on va dire que Nibali, avec sa note en descente, il y a moins de chances qu'il chute. Mais Ciccone a 74, donc c'était pas non plus pourri. Hein. Non, je m'explique vraiment pas. Je m'explique vraiment pas tout ça. C'est vraiment du hasard, c'est tout. C'est comme ça. Et voilà comment on va terminer. Tiens, Benoît qui continue à prendre un petit peu les points. Devant lui, on a entreaperçu c'est Kreuziger qui essaie de lui contester un peu les points au niveau du classement de la montagne.
Donc par moment, vous avez Kreuziger et Benoît comme ça qui se tirent la bourre. C'est assez amusant. Et ben voilà, on a passé le plus difficile. Après, du coup, je décide quand même, moi, de mener le train devant. Pas très très fort, mais au moins pour contrôler un peu. Contrôler. C'est le petit instant Bernal. Oui, parce qu'Egan Bernal était présent sur cette Vuelta. On l'a pas dit dans cet épisode. Il était présent et Egan Bernal, il est aux oubliettes en fait. Il est en galère dans un deuxième groupe. C'est choquant. C'est choquant d'avoir une aussi mauvaise préparation pour le team Ineos en général et pour Egan Bernal en particulier. Voilà. Encore une fois, on nous a promis des améliorations sur PCM 21 à ce niveau-là. Et si elles n'ont pas lieu, nous risquons d'être vraiment très très déçus. Parce que avoir comme ça toutes ces fins d'année qui sont, on va dire, gâchées, hein, gâchées par ce manque de préparation des équipes adverses, bah, c'est un petit peu usant au bout d'un moment. Hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi en tout cas ça me déçoit. Ça me déçoit pas mal. Allez, ça va être une victoire pour Yates, non? N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben non, même pas. Encore une fois, qui est-ce qui surgit d'un groupe réduit? Bon, à la limite, sur ce terrain-là, on peut penser que Iwan avait les moyens de s'accrocher et de venir conclure à la fin. Ce qui est plus regrettable, en revanche, c'est que quelqu'un comme Van Der Poel n'aille pas la prendre. Mais non. C'est impossible. Il y a qu'un seul sprinter sur cette Vuelta, hein, c'est Caleb Ewan. Tous les autres, c'est rien. Ils n'ont rien pour eux. Il y a vraiment que lui qui croque. Je crois qu'il y avait Bennett aussi, qu'à un moment donné, qui avait fait quelque chose. Mais en tout cas, Ewan termine la Vuelta, en tout cas, voilà, un peu seul au monde parmi les sprinters. Derrière les punchers, on fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais ça n'aura pas fait l'affaire. Voilà. Donc, moi je dis, Iwan, meilleur puncher sur cette Vuelta. Non, mais c'est horrible, franchement. Ça aussi, dans le style. Est-ce qu'on pourrait pas, enfin, avoir droit à des scénarios où on évite d'avoir tout le temps Caleb Iwan qui se comporte comme un mutant, alors que IRL, bien sûr que c'est probablement le meilleur sprinter au monde avec Sam Bennett. Peut-être même qu'Iwan, en fait, en 1 contre 1 est vraiment meilleur si on enlève les trains. Mais, ok, c'est probablement le meilleur. Donc, on est content de le voir l'emporter ou d'être très bien placé. Mais en revanche, qu'il vienne comme ça, dans plein de situations, l'emporter sur des types qui le battraient parce qu'il ne serait pas dans le groupe à l'avant, c'est extrêmement frustrant. Extrêmement frustrant parce que ça, en fait, c'est toujours le phénomène quand vous avez une partie comme ça qui est entre guillemets gâchée par des événements trop irréalistes. Après, ça vous donne envie de décrocher. Vous avez plus très envie de continuer en fait. Je parle en général. Là, évidemment, j'ai pas le choix. Je ne vais pas continuer, forcément. C'est bien regrettable. Hodge, enfin un sprinter quand même, qui s'est mêlé à la lutte. Qu'est-ce qu'on a? Patrick Bévin à la limite, on sait qu'il va vite. Voilà, mais bon, encore une fois, Iwan, seul au monde. Mais là, celle-là, je lui laisse. Il n'y a pas de problème. C'est normal. C'est à 21, à Madrid, petit circuit, étape courte. Comment peut-elle échapper à Caleb Ewan? Là-dessus, il y a zéro discussion. Celle-là, je les lui donne toutes. Mais qui viennent pas nous prendre les étapes qu'on a vues avant. Là. Je sais plus, c'était à 16 et à 18 ou un truc du style. Voilà. Et voilà, classement final pour Nibali. Et du coup, il se passe un truc qu'on n'avait pas du tout... moi, je l'avais pas du tout prévu, je vous l'avais dit. Je souhaitais même pas vraiment jouer le général pour Nibali sur cette Vuelta, parce que je trouvais que c'était déjà beau d'avoir fait Giro Tour de France. En l'occurrence, Nibali vient presque involontairement prendre une Vuelta, donc 3 grands tours dans la même année. Voilà. Pogacar, meilleur jeune. Le général par équipe, on s'en fiche a priori. Et donc voilà, le tableau est incroyable. Quand on voit ça, on se dit, bah oui, facile PCM en extrême, hein, finalement.
c'est pas si difficile. En réalité, le Tour de France aurait été très difficile, donc ça, à la limite, c'était bien. Le Giro s'est joué à peu de choses également, mais cette Vuelta restera quand même comme une forme de déception, je l'ai suffisamment dit. Et on a notre fameux légende du cyclisme, vous voyez en haut, là, en dessous de course par étape. C'était déjà affiché après le Tour de France, hein, mais ça, je l'ai jamais eu sur un autre coureur sur PCM. Donc je ne vous cache pas que ça pourrait être un de mes objectifs à l'avenir, de faire apparaître légende du cyclisme à quelqu'un d'autre dans une future partie, parce que je trouve ça kiffant quand même. Je sais pas si vous l'avez souvent eu, le légende du cyclisme, mais moi je l'ai vu que sur Nibali dans cette partie-là. Avant, je l'avais jamais vu. Pendant ce temps-là, on a quand même notre équipe de Classic Man, hein, qui était du côté du Benelux, avec le mutant total Jesper Stuyven, qui est déjà leader du Tour du Benelux avant l'étape 7. Je montre qu'un bref résumé de l'étape 7, parce que j'ai pas envie que l'épisode dure 1h30, tout simplement. Donc, en plus, j'ai simulé assez massivement. Quinn Simmons est là. Alex Kirsch, équipier très très précieux, est présent aussi. Stuyven boit du petit lait. Il est facile, il est emmené par en plus ses équipiers. Il est vraiment pas mal. Il a, je crois, 40 secondes sur le deuxième, Nico Denz en plus, à ce stade-là. Donc, il n'y a pas d'affolement. On est très loin de l'arrivée, mais on a accéléré un petit peu sur 2-3 secteurs pavés. L'essentiel, de toute façon, c'est l'étape qui arrive à Gerardsbergen. Donc, c'est forcément le tout début de pavé là, montant, hein, qu'on va avoir. C'est-à-dire le tout début. Voilà, elle est là la ligne, exactement. Sauf que plusieurs fois auparavant, on franchit, c'est le mur de Grammont, hein, c'est le mur, et on le passe plusieurs fois, mais la ligne d'arrivée, elle n'est pas au sommet. C'est modélisé. Là-dessus, on pourrait avoir des regrets, parce que c'est vrai que si vous regardez cette étape-là, vous la regardez sur le Tour du Benelux, à la télé, vous vous rendez compte que on aurait intérêt à avoir parfois une modification d'échelle en fin d'étape. Ça, ce serait une piste. Mais en même temps, si tu crées une modification d'échelle sur ta carte en fin d'étape, finalement, est-ce que tu vas pas perdre à un certain niveau? Je suis sûr que les développeurs, les gens de PCM, ils y ont forcément déjà pensé. Comment rendre plus réalistes les toutes fins d'étape. Ici, il y a quand même un petit trio qui est rigolo pour cette fin d'étape 7. Ça permettrait aussi de donner plus de réalisme au sprint. Parce que on sait tous sur PCM qu'on a intérêt à faire un train, ou alors prendre une roue, mais que le sprint, il va pas se jouer. Il faut pas faire sprinter notre type dans les 300 derniers mètres. Si on fait ça, on est sûr de perdre. Sauf exception. Mais donc on est obligé de lancer vers 1 km, 800 mètres. Et ça, c'est vrai que c'est complètement contraire au cyclisme. Le sprinter, il lance pas son sprint à 800 mètres de l'arrivée. Hein. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Alors ça, je sais pas hein, quand même comment c'est réalisable. C'est pas chose aisée. Sagan l'emporte de peu sur Jesper Stuyven, qui gardera le général tout de même. Voilà. Vous voyez ici, c'est marrant, j'ai lancé à 2,6 je crois km de la ligne avec la descente. Hein. On sait qu'on peut toujours bénéficier d'un petit bonus. On peut sprinter super longtemps en fait quand on a une descente. Et là, ça n'a même pas suffi quoi. Ça n'a pas suffi. Il fallait sprinter encore un petit peu plus tôt. Pour Stuyven, si on voulait gagner cette étape-là. Bon, après, c'était du très bon Sagan. Hein. Mais voilà, général final. Stuyven, Sagan, Pollitt. Et ce qui est amusant, c'est que sur les tours, les épreuves par étape de l'année, Ineos en a pris 6, nous, on en a pris 4, et personne d'autre en a gagné. C'est assez énorme. Sur 10 épreuves, on a constaté quand même un partage, une domination, je dirais, sans partage, de 2 équipes par rapport à toutes les autres. Si tu rajoutes les grands tours, ça fait 3 pour Trek. Donc 6 et 7, en gros,
aucune équipe n'a touché de victoire en World Tour par étape, autre que Ineos ou Trek Segafredo dans cette année-là. C'est assez rare. C'est rare, d'habitude c'est plus partagé. Je vous propose ensuite, normal, la progression vers la Lombardie en zappant énormément de choses, mais en ne zappant pas les 2 classiques canadiennes. Donc on commence toujours par Québec. Et c'est évidemment pas du profil par défaut, parce que celui-là on peut plus le voir. Hein. C'est le profil de Léon, hein. On connaissait tous, ou sinon il faut se le procurer absolument, parce que ce profil est beaucoup plus intéressant à jouer, et puis surtout il est moins lassant que le traditionnel Québec qu'on a tous en tête. Ce sera pareil pour Montréal, je prendrai du Léon aussi, logique. De toute façon, tant que j'ai pas trouvé mieux, je pense pas que je prendrai quelque chose d'autre, y compris sur le prochain jeu. Donc, quelle est la situation de course ? Bah, on est resté très nombreux à l'avant, très longtemps, avec 2 options. 2 options qui sont à la fois Mollema, puisque quand même l'arrivée elle est après un fort pourcentage. Hein. Et sinon, il y a aussi l'option mutant de l'extrême, Stuyven. C'est-à-dire que Stuyven, je me suis rendu compte trop tard, par exemple, sur la Classica San Sebastian qui avait précédé, dans cette année-là, je me suis rendu compte trop tard que même à San Sebastian, j'aurais pu gagner avec Stuyven. Ce qui est... a priori, on dit ça, on a l'impression d'être en plein délire. Mais là, sur PCM, Stuyven est vraiment phénoménal. Cela dit, il a quand même gagné Milan-San Remo, donc il est peut-être pas non plus surcoté. Hein. Après, il faudrait rentrer dans le détail des notes. Mais en tout cas, je sais pas. A priori, je vais jouer pour Stuyven, en fait. Ouais. Je vais jouer pour Stuyven. Quinn Simmons, j'aurais bien aimé jouer pour lui, une des 2 canadiennes, mais en fait, les 2 fois, il va avoir une forme désastreuse. Du coup, ça ne donne pas la possibilité de l'exploiter. Du coup, il va faire partie du train qui va lancer avec Brambilla, qui va lancer Mollema, qui à son tour libérera Stuyven le plus tard possible. Pour le coup, on lancera le sprint très très tard, parce que ici, voilà, virage à gauche, du bon pourcentage ici, hein, on est au-dessus de 10. Hein. Et derrière, il faut lâcher. Voilà, pour éviter d'être pris par quelqu'un qui revient très très fort, c'est David Gaudu. Alors, on peut dire Stuyven la pique à Mollema, j'avoue, mais en fait, j'ai eu très très peur de l'explosivité de David Gaudu sur la toute fin, et pour m'être déjà fait avoir, je sais que tant pis, il vaut mieux priver Mollema d'une victoire plutôt que prendre le risque de faire 2 et 3. Voilà. Donc c'était pour assurer le coup. En l'occurrence, Stuyven la prend. On a l'impression qu'il était vraiment dans un fauteuil emmené par ses équipiers. Et du coup, ça donne des idées, parce que Stuyven a déjà fait une razzia phénoménale en cette année au niveau des classiques. Un razzia absolu pour Jasper Stuyven. Et donc, si en plus il prend Québec, on aurait presque envie de faire le coup double à Montréal, vous voyez ce que je veux dire. Et donc Montréal, en profil Léon, c'est passionnant à jouer, parce que il y a un petit secteur pavé à un endroit, il y a surtout des boss qui sont difficiles, mais les tout derniers kilomètres, je sais plus, 7-8 derniers kilomètres, ou peut-être un peu plus même, ils sont relativement plats. Alors il y a des tournants, il faut y penser quand on veut placer des attaques ou sprinter, mais parce que dans un tournant, vous savez qu'en fait, ça neutralise votre consommation de barres liée à une attaque. Le mec n'attaque plus, en fait. Hein. Le mec continue à avancer, mais il n'attaque pas. Donc les écarts sont maintenus dans un tournant. C'est pour ça que des fois, si on a une arrivée derrière un tournant, il faut la négocier différemment d'une arrivée en pure ligne droite. Parce qu'en pure ligne droite, les différences de vitesse vont se manifester. Mais par contre, avec un final tortueux, vous avez neutralisation d'une certaine partie du final, en quelque sorte. Et donc, à penser à attaquer un peu plus tôt, etc. Ou lancer le sprint. Et donc, connaissant toutes ces petites choses-là sur Pro Cycling Manager, ça a peu de chances de changer, à mon sens, à l'avenir. Ou alors, il faudrait vraiment une refonte du moteur de jeu.
je pense plutôt à Jasper Stuyven ici. Et attention, parce que j'ai remarqué que devant, il y a quelques hommes un petit peu dangereux. Oh, crevaison de Stuyven. Mince. Est-ce qu'on va avoir... Ouf, ça va. Stuyven a récupéré. Il n'est pas sorti du groupe. Ce qui fait que... On va peut-être pouvoir le faire réintégrer l'avant. On n'est pas passé loin d'un mauvais événement, là. Mais ce sera... Regardez, il va rentrer, Jasper Stuyven. Il va rentrer. Il n'y aura pas de souci. Il va revenir, je veux dire, dans la roue de Mollema, par exemple, ou aux avant-postes. Ouais, il y avait des gens dangereux devant. C'était... Il y avait Godu, mais on l'a repris. Mais il y a surtout Madouas encore et Yates, Adam Yates. Donc, on se méfie. C'est pour ça qu'à ce moment-là, je fais un petit peu l'effort. Je veux pas les laisser prendre trop d'avance. Parce que même si Barbero a lâché et là maintenant on reprend Madouas, ok, d'accord, mais c'est parce que c'est sous l'impulsion du fait qu'on est roulé et du fait que d'autres équipes, avec l'écart qui se réduisait, aient également participé ensuite. Donc si on n'est pas l'instigateur, le joueur humain, si le joueur humain n'est pas l'instigateur du fait de rouler sur une échappée qui pourrait être la bonne, bah là c'est terminé. Et puis en plus on a d'autres exemples en tête, si vous voyez ce que je veux dire, genre sur Roubaix, etc., sur le Tour des Flandres. On peut aussi avoir ce scénario-là, où si on met pas la main à la pâte, Tintin, il n'y a personne qui fait le job. Donc, toutefois, le job a été fait. Il reste 20 bornes, 2 difficultés, quelques très très bons coureurs, on pense notamment à Van Der Poel, mais pas que, qui sont là pour essayer de nous contester. Il y a Wout van Aert, vous l'apercevez, et c'est le champion de Belgique, il est facile à voir. Dans la partie, il avait été champion en Belgique. Et c'est d'ailleurs une des seules courses que Stuyven a paumé. Je crois qu'il a fait 2 d'ailleurs, 2 ou 3. Un des seuls moments où Van Aert l'a emporté sur Jasper Stuyven dans cette partie, c'était justement pour avoir le joli maillot de champion de Belgique. Allez, on contrôle. On a Mollema. Là, on est plus qu'en contrôle. J'ai même attaqué pour essayer de faire exploser le groupe. Je laisse Stuyven dans la roue, même si il accuse un petit peu le coup sur l'accélération de Mollema. Vous voyez, on a réussi à sortir là à quelques hommes. On a réussi à sortir. Est-ce que derrière, ça va faire le boulot? Van Der Poel semble piégé. Teuns, Kwiatkowski sont présents à l'avant avec Stuyven et Mollema. Il y a quelqu'un qui va revenir, regardez. Quelqu'un qui va revenir. Ah ben c'est Mathieu. C'est Mathieu Van Der Poel qui revient. Mais il sera le seul. Alors, du coup, derrière, j'essaie d'en replanter une avec Mollema. Parce que quand même, il faut pas laisser tout ce petit monde-là se reposer, mais ça a pas fonctionné. Van Der Poel était vraiment très très vigilant derrière. L'écart est faible, regardez. L'écart est très très faible. Il y a Hirschi qui essaie de faire de la résistance. Du coup, on muscle un petit peu cette fin de course avec Mollema qui vraiment se sacrifie, qui donne tout ce qu'il peut pour essayer de maintenir un rythme très élevé afin qu'on ne soit pas repris et qu'il n'y ait pas une apathie qu'on connaît, qui fait qu'en fait après du coup ça rentre derrière. Moi j'ai pas envie qu'on soit à 16 pour ce final, je préfère qu'on soit à 5 ou 6. Hirschi est rentré, entre temps, du très très bon Hirschi. Donc faites vos jeux, Hirschi, Teuns, Kwiatkowski, Mollema, ou bien un duel entre Van Der Poel et Stuyven, n'est-ce pas? En tout cas, c'est les deux qu'on peut pressentir. Allez, c'est parti. Le sprint entre ces deux hommes. Suspense. Et c'est pour Stuyven. Alors celle-là, je sais pas si elle est belle. Mais regardez, vous voyez, j'aurais pu sprinter un peu avant. Il reste un peu de barre jaune et de barre rouge. C'est un peu chanceux. C'est un peu chanceux parce que je vais faire on va réduire un petit peu la vitesse sur la toute fin de ce sprint. On va s'apercevoir que franchement ça se joue à rien. Mais quand je dis rien, c'est que je l'ai même regardé en plus lent. Je n'ai même pas l'impression de voir une différence entre les deux. Tellement c'était difficile à trancher, quoi. Très très difficile à trancher. Donc Stuyven à la photo finish qui s'impose à Montréal, ce qui va nous permettre d'arborer un fort joli bilan sur les classiques. Allez, on va avoir
GPE3, Gand-Wevelgem, Amstel, ainsi que Plouay et les deux canadiennes, avec Alaphilippe qui aura bien existé sur la Flèche Wallonne, et Saint-Sébastien, tu m'étonnes, c'est vraiment pour lui ces deux-là. Et là, la différence, elle est difficile à voir. Très difficile à voir la différence. Et maintenant, on attaque les deux derniers morceaux de cette saison, de cet épisode et de cette série sur PCM 2020. Sauf rebondissement de situation. Imaginons que PCM 2021 soit injouable. Alors, ce sera pas le dernier épisode. Mais sinon, voilà, c'est les championnats du monde. Alors déjà, j'ai dû faire face à tout un tas de Belges qui ne voulaient pas participer. Ok. Et en plus de ça, ça fait longtemps, malheureusement, je le sais, que Stuyven n'est pas de la partie, etc. Ni Wout van Aert, etc. Bon, bref, c'est bien dommage. Et en marge de ça, après, on est un peu tributaire de ce qu'on constate comme forme pour les coureurs. Et en fait, on est hyper chanceux parce que Dylan Teuns, avec son plus 4, pourrait nous jouer un petit remake de... C'était quoi ? C'était avec Lotto Soudal, que j'avais joué avec la Belgique et que j'avais un petit espoir de jouer pour Dylan Teuns ou pour Tim Wellens, voire Laurens de Plus, le championnat du monde, que j'avais perdu à ce moment-là. Eh bien, donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on a une deuxième chance. On a une chance de se venger, en fait, de l'autre partie sur ce championnat du monde. Alors, évidemment, je vous ai épargné les 4/5e, puisque finalement, les 4/5e servent à finalement éliminer tout un tas de coureurs. Alors, il y a tout un tas de types qui lâchent, c'est normal. Après, on se retrouve avec l'essentiel. Et donc, nous, on va essayer à un moment donné peut-être de dynamiter cette course parce que on a de bons coureurs, notamment Remco Evenepoel est présent. Et Remco, peut-être on va essayer après avoir fait un petit effort, on va peut-être essayer de tenter quelque chose avec lui. Alors, je vous avoue que ce que je tente dans pas longtemps avec Remco Evenepoel, c'est surtout pour essayer de voir comment ça réagit derrière. Et on sait que parfois sur Pro Cycling Manager, surtout en fait depuis le 20, vous pouvez avoir quelques coups qui partent d'un petit peu plus loin que ce qu'on voyait par le passé, où il était impossible de sortir de trop loin. Ici, c'est par exemple Lutsenko et Simon Clark qui contrent et qui se retrouvent finalement avec Evenepoel pour former un groupe de 3. Moi, c'est parfait, ça. Ça me va tous les jours. Le trio, là, comme ça, avec Lutsenko et Clark qui roulent comme des malades, et Evenepoel pouvant, de ce fait, baisser un petit peu l'intensité de ses efforts, mais relayer tout de même. Mais derrière, après un énorme run de Thibaut Pinot, c'est Simon Yates lui-même qui fait le boulot pour faire revenir tout le monde sur les 3 puis 4 échappés. Voilà, dommage, on avait bien tenté le coup. Du coup, un petit peu plus loin, je tente avec Tim Wellens. Et regardez, il se passe peut-être quelque chose. Début du dernier duo de difficulté, Tim Wellens semble pouvoir partir derrière quelques équipiers un petit peu fatigués, n'assure plus vraiment la poursuite. On est à la 40aine de secondes, et là je me dis yes, c'est peut-être bon pour le team, et on va voir tout ça. Oui, le problème c'est que il y a quelqu'un qui est pas d'accord avec tout ça. C'est Simon Clark qui ramène tout le monde là sur une énorme accélération. Le mec ramène tout le monde, il attaque même, regardez, il s'en va tout seul. Il n'y a pas un écart phénoménal, mais n'empêche que le mec s'en va. Et du coup, moi je suis obligé de réagir un petit peu. Il reste encore la dernière difficulté, la toute dernière. Ensuite, c'est descente, puis sprint en léger replat descendant. Donc, on est obligé de se bouger un petit peu. Mine de rien, Simon Clark, il a vite creusé. Après, sur ce circuit,
même si on a creusé 30 ou 40 secondes, même au pire, elles sont vite bouchées dans une ascension. Hein. Voilà, faut pas trop... faut ni se lamenter et s'inquiéter, ni jubiler trop vite. On l'a vu juste avant avec Tim Wellens qui a été en fait repris hyper facilement sur l'accélération des favoris. Et donc là, c'est le moment ou jamais pour tenter quelque chose avec Dylan Teuns, dans la roue duquel on a Fuglsang et évidemment Roglic, Schachmann et Alaphilippe sont dans les parages, c'est tout à fait légitime. Mais il y en a un, je me demande ce qu'il fout là, vu les efforts qu'il a fait juste avant, c'est Simon Clark. Je rappelle qu'il a fait un gros effort, il n'est pas super noté, et il se retrouve comme ça avec les 5 autres hommes à pouvoir ambitionner peut-être cette victoire. Donc ouais, là je vous avoue, je suis resté un petit peu circonspect. Retour là en plus de Lutsenko et d'Adam Yates. Je crois qu'en fait là c'est maintenant, hein. Il faut lancer. Dylan Teuns, toute la Belgique compte sur toi. Et moi aussi. Ça va pas le faire, regardez. Voilà. Ça va pas le faire. Et à ma grande surprise, voire même mon profond dégoût, c'est Simon Clark qui s'impose sur ce championnat du monde. Alors, par contre, là où on peut pas râler, c'est sur le fait que le mec est méritant. Puisqu'il a été offensif, il a même été... je qualifierais même à un moment donné d'excellent coéquipier, qui ramène tout le monde, comme s'il faisait le travail pour quelqu'un, genre Michael Matthews. En fait, non, le mec faisait le travail pour lui. Il était supra fort. Sa forme du jour, après enquête, c'est plus 10. Quand il est allé uriner pour la prise de contrôle antidopage, pardon, le mec est allé uriner, il a mis des couleurs, il paraît, elles étaient même pas dans le manuel. Donc voilà, on pouvait rien faire sur Simon Clark. Et après, on s'en fout complètement, hein, c'est pas grave, ça arrive. Mais par contre, ce qui me gonfle, c'est cet onglet là, vous voyez, vous avez un objectif en fait qui est foiré, mais pas sur ce que vous avez fait vous. À la limite, dites-moi que j'ai foiré mon top 3 en m'infligeant un top 5. C'est vrai, moi ce que j'ai fait, c'est un top 5. Non, on regarde le résultat de votre meilleur coureur de trek. Alors vous avez joué avec une équipe nationale. Je trouve ça un petit peu dommage en fait, ce moyen d'évaluer. Après on peut toujours l'éditer, donc c'est pas grave, hein. C'est pas grave, ça s'édite. Et dernier rendez-vous de l'année, vous l'avez vu arriver, c'est le Tour de Lombardie. Alors, la question c'est de savoir si je vais le jouer pour Mollema, comme je l'avais annoncé un petit peu plus tôt, ou pour Vincenzo Nibali finalement. La réponse c'est qu'on va essayer de jouer sur les deux tableaux. Et on verra à un moment donné si il n'y a pas moyen d'avoir deux stratégies différentes pour se donner deux chances de victoire. Genre un qui attaque, l'autre qui attend et reste avec les meilleurs, et puis après on voit ce que ça donne. Voilà, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc on n'est pas servi au niveau des formes du jour. Ça, je tiens encore à le redire. Parce que tu te tapes de la planification, tu comptes des jours de course, tu fais des totaux pour savoir à quel moment ça va arriver, qu'est-ce que tu dois faire. Tu gères ta forme et ta préparation, pourcentage, là, vous savez, la petite courbe verte là, pour aussi avoir une fatigue qui est amoindrie. Tu essaies de faire les choses le mieux possible, et le plus 4 prévisionnel de Mollema se transforme en plus 2. Bon, ok. Et puis le plus 2 prévisionnel de Nibali se transforme en plus 1. En fait, t'as un peu l'impression que si t'avais rien fait, t'aurais pu avoir la même chose. Et ouais, je le dis, puisque c'est la dernière vidéo PCM 2020. Je le dis, une des nouveautés de cette année était davantage d'aléatoire dans notamment les formes du jour. Hein, c'était quelque chose qui était annoncé, c'était quelque chose qui était assumé par les concepteurs du jeu. Eh bien, j'ose dire que je trouve que c'est pas une si bonne chose que ça. C'est pas une si bonne chose que ça, parce qu'on se sent un peu cocu au bout d'un moment mais même quand on prend un plus 5 alors qu'on avait 0 de prévisionnel, hein, quelque part,
ça pue, hein, ça pue ce genre de truc. Et bien là, c'est pareil. Tu prends un +2, alors que Mollema, le pauvre, il joue toute sa fin de saison pour ça, quoi. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors, on va essayer de faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Au moment d'attaquer le mur de Sormano, attaque de Mollema. Alors, faut faire attention à pas non plus lâcher Nibali. J'en replante une. On a Maximin Schachmann, là, qui est chaud comme la braise. Il a sauté dans la roue de Mollema. Ouais, attention. Schachmann en replante une derrière, donc on va pas se priver. Bettiol qui se retrouve aux avant-postes. Expliquez-moi. Pourtant, Alberto Bettiol, attention, hein, j'ai beaucoup de considération, je le respecte énormément et je sais à quel point c'est un excellent coureur qui est peut-être même capable de surprendre du monde sur terrain montagneux, mais expliquez-moi comment avec 70 en montagne, 75 en vallon, et des notes physiques certes très très honnêtes, le mec a réussi à suivre tous les gens qu'il a suivis sur ce mur de Sormano. J'ai été soufflé par ça. Schachmann essaye de nous piéger, il attaque dans la descente, très bien, on va essayer de revenir sur lui, et puis derrière il y a Alaphilippe qui essaye de se dégager du groupe de poursuivants, alors qu'avec Vincenzo Nibali, avec comme ça, il y a Yayo Carsi également, Bettiol est forcément là, Van Der Poel, Formolo, Egan Bernal, voilà, bon, on a de bons prétendants là, dans ce deuxième groupe. Moi je pense que de toute façon, c'est bien d'être parti avec... ça y est, voilà, Alaphilippe nous a rejoint. C'est très bien d'être avec Schachmann et Alaphilippe pour Mollema à ce stade-là, parce que 3 hommes peuvent peut-être faire le boulot, sauf que l'écart n'est peut-être pas assez fort pour rallier le Civiglio et ne pas se faire reprendre par le groupe de derrière. Mais du coup, on va avoir un regroupement en tête de cette course. Ça va être une dizaine de coureurs qui vont attaquer le Civiglio. Alors du coup, changement de stratégie. J'avais tenté mon coup avec Mollema. Maintenant, je suis tenté de faire all-in sur Vincenzo Nibali. On aurait pu faire l'inverse, hein, mais voilà, c'était comme ça. Nibali dans la roue de Mollema, et on va essayer d'éliminer. Donc Mollema est chargé de se sacrifier, tout bonnement, de se sacrifier au profit de son champion italien. Alors derrière, évidemment, à un moment donné, on a notamment Alaphilippe, c'est Formolo également, et Schachmann qui ont bien attaqué. Là, on voit que dalle, faut couper les arbres. Et on est dans la toute fin de cette ascension du Civiglio. Et ça se détache. Ouais, Mollema a donné tout ce qu'il pouvait. Je ne l'ai pas économisé, il s'est sacrifié, hein, littéralement. Et 4 hommes semblent, à ce stade, en mesure... Regardez, aussi plein de murs, etc. La déco est phénoménale. Enfin, le type qui a fait cette carte, honnêtement, il s'est gavé. Elle est super belle. On trouve ça sur la WorldDB. Hein. Elle est somptueuse, cette carte. Par contre, il y a un défaut, c'est qu'il y a des moments où on voit plus rien. Mais il n'y a jamais de scénario parfait. Hein. Et donc, 4 hommes dans San Fermo della Battaglia, avec quelqu'un qui fait forte impression, qu'on n'attendait pas forcément à pareille fête, c'est Davide Formolo. Je le trouve... il tient la route, hein, le Davide, sur cette course. Grosse forme. Après, Alaphilippe, Schachmann, t'es pas surpris. Mais par contre, Formolo, quand même, pas mal. Hein. Et derrière, j'ai jamais réussi à puncher quoi que ce soit. Et c'est pas la descente qui va nous offrir le moindre salut. D'autant plus que Formolo a lâché tout le monde. C'est une victoire très probable pour le... Allez, est-ce qu'on le désigne comme un puncher italien ? Puncher un peu grimpeur tout de même, hein, Davide Formolo. En tout cas, ça semble être dans la poche pour Formolo. Dans la poche. Je lance le sprint. Ouais, mais rien n'est vraiment jamais dans la poche quand Alaphilippe ou bien Van Der Poel sont sur une course. Puisqu'en fait, ils ont des ressources qui sont totalement insondées. Et Alaphilippe a repris comme ça sur la fin de la descente et sur le replat.
a repris l'ami Formolo. Mollema devra se contenter d'une 7e place, qui est déjà un beau résultat, mais qui surtout est consécutif à un sacrifice. Et du côté de Giulio Ciccone, ce sera la route Benoît pour sprinter, un top 20 ou presque. Et on revoit cette arrivée. Que pouvait-on faire face à Alaphilippe ? Je ne sais pas. À mon sens, la meilleure stratégie à adopter aurait été probablement d'essayer de tenter quelque chose avec, mais ça je le dis après coup, avec Nibali dans le mur de Sormano et garder Mollema sous le coude pour essayer de concurrencer dans Civiglio et San Fermo della Battaglia les Cador, Alaphilippe et Schachmann. Voilà. Mais toujours après coup, on a de meilleures idées. Hein. Mais en tout cas, on est obligé de penser ça. Les monuments sont terminés donc pour cette année. Et puis, on s'aperçoit que Alaphilippe aura privé de succès Vincenzo Nibali sur les 2 monuments qui pouvaient être encore envisageables, on va dire, à ce stade. Nibali devra donc se contenter des grands tours. On avait dit tout à l'heure que Ineos avait vogué sur les épreuves par étape World Tour. Et puis au niveau des classiques, il y a quand même un homme qui sort du lot, c'est Jesper Stuyven. Donc c'était vraiment l'année avec moult victoires. Je crois qu'il termine presque à 25 victoires sur une saison. C'est pas si mal. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour d'autres contenus. À plus.